Bienvenue. Je vais vous parler de typage et de pourquoi c'est bien. Mais avant de faire ça, j'ai envie de jouer à un jeu. Celui-là. Est-ce que quelqu'un dans le public serait motivé à venir sur scène avec moi pour à peu près 2 minutes à jouer à un jeu sur mon téléphone? Ce serait bien que ce ne soit pas quelqu'un de biaisé comme moi qui joue. Donc s'il y a quelqu'un qui est motivé pour venir jouer à un jeu sur scène, je suis preneur. Allez. Bien, 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 bien. On peut applaudir. Ok, donc, bah, pas grave, va falloir que tu regardes l'écran, t'inquiète pas. On verra pas que tu t'es pissé dessus. Donc, c'est un jeu très simple, tu vas pouvoir appuyer sur play. Tu as une grosse boule noire, il faut choper les petites boules noires qu'il y a autour en bougeant le téléphone comme ça, avec le gyroscope. Ok. Et pour que tout le monde voit bien, il y a une copie normalement au moment où tu vas lancer. Il ne faut pas quitter le jeu. Hop. Voilà, au moment où tu vas lancer play, normalement tout le monde voit ce que tu es en train de faire. Ok. Ok, super. Donc, top. Donc là, il va faire un certain score. On va le laisser finir sa partie. Et c'est pas du tout intéressant. Mais ce qui est intéressant va venir après. Pourquoi est-ce que je suis en train de le faire jouer à un jeu et que vous regardez l'air complètement crédule du score qu'il est en train de faire? C'est que lui, il a quelque chose d'intéressant. Il a un feedback très rapide sur ce qu'il est en train de faire. Au moment où il bouge le téléphone de côté, la boule se met à bouger rapidement de ce côté-là. Et du coup, ça lui permet de jouer plutôt bien, j'ai un peu peur qu'il dure un peu trop longtemps d'ailleurs, à ce jeu. Et il y a une autre chose qui m'intéresse là-dedans, c'est que grâce à ce jeu-là, il y a un système de score que vous voyez en haut. Donc pour l'instant, il en est à 70 points. Et puis, une fois qu'il aura fini la partie, on arrivera à savoir quel est son score final, en espérant qu'il finisse un jour. J'ai que 45 minutes. Hein. Ça va venir, t'inquiète pas, ça devient de plus en plus dur. Globalement, quand la grosse boule noire devient toute petite, la partie est terminée. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh le stress. Alors voilà, c'est le danger de prendre quelqu'un sur scène pour faire un truc, c'est que s'il est bon, ça tue le talk. Bon, conclusion, il arrive plutôt bien. Ok. Ah là, ça commence à être... Oh là là. Ok, super. Reste sur place. Maintenant, on va faire un tout petit changement et je vais te demander de refaire une partie. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de lui cacher l'écran pour qu'il ne puisse pas regarder l'écran et qu'il soit obligé de regarder l'écran qu'il y a là. Ok. Et forcément, j'ai tout flingué. Hop. Donc voilà, il y a juste le petit trou qui va venir pour pouvoir appuyer sur play. Ok. Attends 2 minutes quand même. Parce qu'on va rajouter un petit truc qui s'appelle mon mot de passe. Voilà. Et je t'invite à relancer une partie. Ah, dommage. Donc, merci. Tu peux aller te rasseoir, merci. Donc, on passe de 140 points à 5. Est-ce que vous avez repéré ce que j'ai fait? La différence, j'ai rajouté de la latence. Dit autrement, j'ai rajouté un délai au niveau du feedback. Au moment où il bougeait à droite, ça prenait un certain temps pour, au final, faire bouger la boule, auquel cas il pouvait s'adapter après en fonction de l'intensité qu'il avait mise. Combien de temps j'ai rajouté? Vous avez eu le temps de voir? Une idée? Non, j'étais un peu plus bâtard que ça quand même. 1 seconde. Il y a 1 seconde de latence.
J'ai fait des tests, hein. À 3 secondes, plus personne ne voit rien. À 1 seconde, on voit quelque chose et il se plante. À 100 millisecondes, il y en a qui arrivent à s'en sortir parce qu'ils sont joueurs sur Internet, ils ont l'habitude d'avoir 100 millisecondes de lag. Et 500, ils ne se plantent pas assez vite et ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on augmente le délai, moins la performance est bonne. Et au final, si vous regardez l'agilité de manière générale, et toutes les pratiques qu'on met en place, c'est tout le temps le même sujet. Comment est-ce qu'on fait pour raccourcir le temps qu'on a sur notre feedback? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un retour plus rapide sur notre feedback? Et les types, pour moi, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que par définition, un retour sur le typage va forcément arriver avant un retour sur l'exécution. Alors là, j'ai un morceau de code en JavaScript. Je vais avoir un retour sur l'exécution. Est-ce que j'ai pris la bonne version? Non, j'ai pas pris la bonne version. Je suis en TypeScript. Hop. Je prends 30 secondes. Il y avait trop de code. Donc c'est la fin du talk, ça. Donc je disais que j'ai les dos carrés. Voilà. J'ai donc bien un morceau de JavaScript cette fois-ci, qui est un langage qui est réputé non typé, qui en fait l'est quand même un petit peu. Hein. Si vous êtes convaincu que JavaScript n'est pas typé, expliquez-moi l'erreur undefined is not a function. Par contre, il est faiblement typé, ça oui. Et surtout, il est évalué à l'exécution, et donc la partie compilation vers je vais vers du binaire se fait à l'exécution. Mais il y a bien un moment où il y a une compilation, un truc qui traduit le code JavaScript que j'ai écrit vers du code binaire. Et du coup, le typage vient au moment de la compilation pour nous donner des informations, est-ce que notre code est correct ou pas. Donc dans tout ce que je vais dire à partir de maintenant quand je parle des types, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui m'intéresse, c'est en fait l'expérience utilisateur et la vitesse de feedback sur ce que je suis en train de développer. Par exemple, la dernière fois que j'ai fait ce talk-là, dans les super pouvoirs que j'avais oubliés, c'est les types, c'est vachement bien parce que ça permet des optimisations de code et ça tourne plus vite. Oui, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon expérience développeur. OK ? Et donc, qu'est-ce qui va me permettre d'écrire du bon code, en fait? Donc, je vous explique rapidement le morceau de code que j'ai écrit là-haut. Il est ultra simple. Je pense que vous avez même eu le temps de le lire et de le comprendre. La seule chose que je veux faire, c'est afficher en HTML une ville et son code postal. Et je veux les afficher uniquement si c'est quelque chose qui est valide, et je veux mettre le zip code et la ville. Et j'ai le morceau de code que je teste ici. Et puis là, j'ai mes tests. Et donc j'ai mes tests qui vérifient que j'ai bien un paragraphe et que ça contient bien les valeurs qu'il faut. Je vérifie que j'ai pas le droit de chiffres dans le nom de ma ville. Je vérifie que j'ai pas le droit aux lettres dans mon code postal et que mon code postal fait exactement 5 chiffres. Et je vérifie que, je crois que c'est là, quand je mets vraiment n'importe quoi dans les deux cas, ça ne marche pas non plus. OK. Si j'exécute ces tests-là, ça passe. Cool. Sauf qu'il me manque des tests. Par exemple, ici, ça serait bien que au niveau de la ville, si jamais c'est nul, ça ne marche pas. Or là, mon test passe et me dit donc que j'affiche nul, et c'est pas cool. Mieux, juste un objet vide qui ne contient rien. Ça aussi, quand ça s'exécute, ça m'affiche quelque chose. C'est pas top. Du coup, comment on va résoudre ça en JavaScript? Parce que nos tests nous ont montré le problème, donc on n'a pas besoin des types. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire que notre ville, pardon, ça doit être une string.
J'ai oublié que ça se rendait tout seul. Je vais baisser un petit peu pour éviter de souffler dans le micro. OK? Vous avez déjà tous vu ça en JavaScript, je pense? Cool. Et du coup, plus de problème, mes tests passent. Sauf que j'en ai oublié d'autres qui sont un peu plus subtils. Comme par exemple ici, sur mon code postal. Par exemple, question, d'après vous, si je mets ce code postal-là, est-ce que c'est une entrée valide ou pas? Un avis? Levez le bras si vous dites oui. OK. Levez le bras si vous dites non. OK, c'est kiff-kiff un peu. Un peu plus de non, mais voilà. Et celui-là? Ouais, parce qu'il y a un problème avec les entiers. Hein. C'est que quand on met un 0 devant, le 0 il dégage. Voire pire, on peut considérer que c'est de l'octal. Ça peut causer des problèmes. Donc là, j'ai mon IDE qui me dit attention, tu fais n'importe quoi. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc en fait, les entiers, j'ai pas vraiment envie de les avoir parce que je veux que ça, ce soit une entrée valide. Mais du coup, il faut que ce soit une chaîne de caractères pour qu'on ne vire pas le 0. Je vais le mettre en commentaire. Hop. Donc du coup, mon test fail. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Et se passe. OK. Et souvent, quand on en arrive là, c'est le moment où on se dit, quitte à foutre type of quelque chose égal string dans mon code, autant utiliser TypeScript. Yes? Levez la main si vous êtes d'accord. OK. Les autres sont à convaincre. Bon, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais passer à TypeScript. Donc pour ça, c'est assez simple. Hop. Si j'arrive à trouver le bon raccourci clavier. Hop. OK. Et du coup, au lieu d'utiliser mon type-of string ici, là, je vais faire ça. Si je le fais correctement, c'est mieux. Et même chose là. On est tous d'accord avec ça? C'est la même chose. Ou pas? Mes tests fail. Donc en fait, TypeScript, ça sert à rien, quoi. À un détail près, en fait. Ce qui s'est passé là, la raison pour laquelle ça fail, c'est que TypeScript, c'est pas vraiment un langage à part entière, c'est une boîte à outils par-dessus un langage qui s'appelle JavaScript. Et du coup, il faut continuer à lui donner des informations jusqu'au bout pour qu'il soit capable de faire quelque chose. Si on lui dit juste à un endroit, hop, c'est un string, lui, il fait ce qu'il peut en étant compatible avec JavaScript et il accepte. Et en fait, le problème, ça vient du fait que ici, il ne sait pas si c'est un string ou pas. Et dans le doute, donc pour lui c'est Annie, et dans le doute, ok, c'est un string. Et donc le problème, c'est pas le fait d'avoir mis string ici, c'est de ne pas l'avoir mis partout, le vrai problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une conf TypeScript pour ça. Pas d'implicite Annie. C'est-à-dire que si je veux qu'une variable, ça puisse être n'importe quoi, c'est validé en TypeScript, mais il faut que je le dise explicitement. Donc là, je vais interdire les implicites. Et tout de suite, je me retrouve avec des erreurs de compilation à tout va. Donc là, par exemple, je vais dire que c'est string ici. Hop là. OK. Et là, on a un deuxième phénomène qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, au niveau des tests, il est en train de me dire, attention, l'objet vide n'est pas une valeur valide pour string.
Et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est le premier test que j'ai commencé par rajouter, auquel je n'avais pas spécialement pensé au départ. J'ai pensé à les rajouter là en live coding parce que j'ai un esprit tordu, mais ce n'est pas la première idée qui me vient quand on me demande de saisir une ville, de saisir un objet vide. Et la bonne nouvelle, c'est que ici, même chose, il me dit attention, tu m'as passé un nombre, je veux une chaîne de caractères, donc ce n'est pas une entrée valide. Et là, on vient de voir le premier super pouvoir des types, si jamais mes tests veulent bien passer au vert. Ah oui, non, j'ai toujours ma ville. Ok, tout va bien. Donc, le premier super pouvoir, c'est que, mine de rien, ça m'a évité d'écrire des tests. Alors, je suis un fan de TDD, j'aime mes tests, mais moins j'en écris, mieux je me porte. Ou en tout cas, moins j'ai à penser à écrire des tests, mieux je me porte. Donc si j'ai un outil qui me permet d'éviter d'écrire des tests parce que j'ai une sécurité autre part, tant mieux. Bon, par contre, j'ai toujours un test qui fail, qui est le fameux nul. Parlons-en de nul. Nul, c'est l'erreur typique des langages. Okay, je sais que vous avez tous utilisé nul dans votre vie. C'est dommage. Vous avez pris l'habitude d'utiliser nul. C'est dommage. Arrêtez de faire ça. Okay, nul, c'est le mal. C'est même décrit comme étant l'erreur à plusieurs milliards. C'est d'avoir mis le type nul, ou en tout cas la valeur nulle, comme une valeur possible pour tous les types. Qui a déjà eu une nulle pointeur exception ou une erreur avec nul? Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez un langage qui a un minimum typé, donc ce qui n'est pas le cas des langages faiblement typés comme JavaScript, Java ou C#, vous pouvez interdire les nuls. Et ça va être un de mes arguments pour vous dire que TypeScript est plus typé que JavaScript. Ça fait mal à l'oreille, que Java, pardon. Ça fait mal à l'oreille, mais je le pense vraiment. C'est un des premiers arguments. Il y en a un autre qui arrive plus tard. Et du coup, parce que j'ai le droit d'interdire nul, bah, bonne nouvelle, je reprofite de nouveau de la compilation pour me dire attention, tu n'as pas le droit de passer nul ici. Et donc j'évite d'écrire un test que j'avais potentiellement oublié. Donc je reprofite de ce super pouvoir-là d'éviter d'écrire des tests. Ça va jusque-là? Ok. Si vous avez un seul truc à retenir de tout ce talk-là, c'est arrêter d'utiliser nul. Mettez-vous un linter, faites quelque chose, mais arrêtez ça, quoi. Ok. Donc les types, c'est cool. Il m'en manque un petit peu ici, parce qu'au final, validate et format, les deux prennent des strings, mais au niveau du retour, je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai un manque de documentation. Donc comment est-ce que je vais faire si j'étais dans un langage type JavaScript? Je mets des commentaires ici, et puis j'ai un truc genre @return booléen. Et si, blabla, etc. Sauf que je peux éviter toute cette documentation-là, de dire quels sont les types que j'attends, qu'on voit beaucoup en JavaScript, en l'écrivant derrière. Ici, en disant, bah ça retourne un booléen. Et évidemment, vu que c'est bien, on a envie de le forcer. Et c'est dans TSLint, où il y a l'option qui va bien, pour lui dire, me laisse pas écrire des fonctions si jamais j'ai pas défini le type de retour. En fait, si j'ai pas donné toute la signature, hein, tout simplement. Donc ça doit retourner une chaîne de caractères, et puis ça tourne une chaîne de caractères. Ok. Bien. Et donc là, j'ai utilisé un autre super pouvoir des types qui est que j'ai un petit peu plus de documentation. Je sais déjà ce que je suis en train de faire. On va voir que ce super pouvoir-là, au fur et à mesure des présentations que je vais vous faire, des exemples que je vais vous donner, va se renforcer avec le temps. Parce que si je m'arrête là, au niveau du typage,
je ferais mieux de faire du JavaScript. Hein. Honnêtement. Si vous écrivez du code JavaScript, du code TypeScript, ou du code Java, ou du code C# qui ressemble à ça, faites du JS. Pourquoi? Parce que maintenant, ça doit faire bien 20 minutes que vous avez ce code-là sous les yeux. Est-ce que quelqu'un a vu le bug? Ok. D'habitude, j'ai une main qui se lève. Là, j'en ai aucune. C'est parfait. Je vous laisse un petit peu de temps pour la trouver. Levez la main au moment où vous la trouvez. Une, deux. Ça prend du temps. Hein. Et en plus, je vous ai dit qu'il y avait un bug. Et il y a 16 lignes de code. C'est chaud, hein? Pour ceux qui ont trouvé où c'était, vous pouvez me donner la ligne? Yes. Ligne 11. J'inverse city et zip code par rapport à l'appel ici. J'inverse les paramètres. Qui a déjà eu ce genre d'erreur? Okay. Et c'est là où ça va vraiment commencer à devenir intéressant. C'est aussi là où il va falloir qu'on bosse. Parce que jusque-là, on a des types primitifs qui nous sont donnés par notre langage, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire, si vous vous arrêtez à ça comme code, faites du JavaScript, c'est la même chose. Il faut aller plus loin pour que ça ait de la valeur. Et que le coût de rajouter des types dans tous vos morceaux de code soit intéressant et qu'il y ait un vrai ROI. Et donc, alors, effectivement, il y a un bug ici. On va être honnête tout de suite. Hein. Je ne vais pas attendre la fin du talk pour vous le dire. Mes tests sont pourris. Les tests que j'ai écrits à droite ici, ils sont tous pourris. Et c'est volontaire, parce que sinon, ça m'aurait fait écrire un code qui est plus complexe. Okay. Mais le problème que je suis en train de vous montrer peut être trouvé sur un vrai code, avec des vrais tests qui sont bien écrits. Pourquoi est-ce que mes tests sont pourris? Parce qu'ils sont tous en négatif. C'est quand je fais telle exécution, il ne se passe pas ça. Il se passe peut-être autre chose, mais il ne se passe pas ça. Et c'est la seule chose que teste mon test. Et entre autres, si j'avais fait une vraie vérification en disant la chaîne de caractères que je récupère, c'est ça, puis ça, donc à savoir le code postal, puis la ville, j'aurais pu détecter ce bug-là grâce à mes tests. Okay. On est d'accord là-dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce genre d'erreurs-là, même avec des bons tests, peuvent arriver. Comme je voulais garder un code court, je vous ai arnaqué sur les tests. Okay. Mais dans la vraie vie, c'est tout à fait possible. Et donc, on va essayer de ne pas modifier les tests, mais quand même éviter le bug grâce au typage. Et c'est là où on va voir une plus-value vraiment des tests. Et donc, pour arriver à faire ça, il va falloir qu'on arrive à utiliser des types différents ici et là. Vous voyez ce que c'est qu'un détrompeur? Ça vous parle? Hein, une prise électrique avec la terre, c'est une forme de détrompeur. Si vous essayez de la brancher dans le mauvais sens, ça ne marche pas. Et donc on va essayer de faire la même chose. Si je passe mes arguments dans le mauvais sens, il ne faut pas que ça compile. Comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais écrire deux types distincts. Un premier qui serait zipcode et un deuxième qui serait city. Donc je vais les créer. J'ai pas entendu. Donc zipcode, hein, qui prend bien une string. 10.zipcode. Zipcode. Hop. Et toString. Et ce que je ne sais pas, c'est ce que je suis en train de merder. Ok. On va y arriver.
OK. Un petit point virgule ici. Tac. Donc ça, c'est un exemple bateau où là, j'ai juste écrit un wrapper sur la valeur. Hein. On est d'accord. La seule chose que je suis en train de faire dans les faits, c'est juste rajouter un type spécifique pour cette chaîne de caractères-là. On va pouvoir rapprocher des choses à ce type-là plus tard, mais dans un premier temps, mon seul but est juste de dire cette string-là, c'est pas n'importe quelle string, c'est un truc qui va représenter mon code postal. Et je peux faire la même chose, et vu comment je viens galérer, je vais faire un copier-coller avec une ville. OK. Et maintenant, ben, il faut que j'arrive à faire compiler ça. Et là, c'est le moment où je vais me faire l'avocat du diable. Et ça marche. OK? Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que ça marche. Mes tests continuent à passer, enfin ça compile, voilà, alors que je n'ai pas envie que ça compile. Par contre, mon erreur, si maintenant je vous demande où est l'erreur dans le code, où est le bug, ça vous saute un peu plus aux yeux normalement. Quand il y a écrit zipcode city et city zipcode, vous avez une idée sur quel est le problème, je pense. J'ai rapproché mon bug de l'endroit où il est créé. C'est déjà une première valeur qui est non négligeable. Mais comme je me suis fait l'avocat du diable, il va falloir que j'aille plus loin. Je ne vais pas pouvoir m'arrêter là. Donc ça, c'est un des super pouvoirs des types, c'est que si vous typez correctement les choses, inverser deux valeurs, ça devient impossible. Okay, inverser deux types devient impossible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les types pour autre chose, qui est de donner une preuve d'exécution de code. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, vous connaissez, je viens d'utiliser des termes bien compliqués, mais en fait, vous connaissez tous ça, ça s'appelle un constructeur. Si jamais dans le constructeur, si le seul moyen de créer mon objet, c'est d'appeler le constructeur, le fait que j'ai un objet de cette valeur-là veut forcément dire que je suis passé par le constructeur. Logique. Et du coup, je peux exploiter ça à fond. Par exemple, pour une ville, il faut absolument que je respecte ce type-là. Donc je vais pouvoir le faire. Hop. Alors, si jamais ma ville, ça c'est l'endroit où je me plante toujours, surveillez-moi. Donc, si jamais je contiens des nombres, je lève une exception. Hop. Je vais pouvoir faire la même chose ici. OK. Et là, ce qui est bien, c'est que, alors certes, c'est pas au niveau de mon typage, j'ai pas pu, au niveau de la compilation, j'ai pas l'information comme quoi là je me suis planté. Même si dans les faits, si j'avais un copain qui était, ou une copine qui était à côté de moi en train de développer avec moi, me dirait probablement attention, tu es en train de filer la ville au code postal. Mais imaginons que ça passe inaperçu. Vu que j'ai une preuve d'exécution et que dans mon exécution, j'ai dit il faut que la valeur soit valide, bah, à l'exécution, je vais tout de suite avoir l'erreur. Et c'est exactement ce qui se passe. Okay. Donc maintenant, je sais que j'ai fait n'importe quoi au niveau du zip code.
Cette fois-ci, je ne vais pas réussir à m'en sortir autrement. Il va falloir que j'inverse. Et encore une fois, je n'ai pu faire ça que grâce au système de type que j'avais mis fort, où j'ai wrappé juste une string dans un type, et que j'ai plus le droit d'inverser les paramètres. OK? Et donc ça, c'est ce que j'appelle les types en tant que preuve d'exécution. Il y a un autre truc qui est assez sympa avec les types, c'est qu'ils peuvent nous permettre, si on a un bon système de types, de développer sur les trous qu'on a dans le code. Par exemple, ici, là, j'envoie pas de message d'erreur. C'est-à-dire que si c'est pas valide, bah, je mets juste rien. Je ne préviens pas mon utilisateur ou quoi que ce soit. C'est tout un morceau de code en fait dont j'ai rien à cirer pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore développé. Une autre manière de le coder, ça serait de faire ça. Qui a déjà oublié de fixer un to-do dans son code? C'est pas top. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un type particulier qui s'appelle le type never. Ça parle à quelqu'un? Non? Le type never, c'est le type qui dit, bah, en fait, cette valeur n'existe pas. C'est le type inhabitable. C'est impossible d'avoir une valeur dans ce type-là. Dit autrement, si vous écrivez une fonction qui retourne un type never, vous ne pouvez jamais sortir de la fonction. Ou en tout cas, vous pouvez en sortir que si vous générez une erreur. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Parce qu'on va pouvoir écrire une fonction qu'on va appeler par exemple au hasard, hein, to-do, qui va prendre un message, une string, qui retourne le type never. Et qui va faire throw new error avec to-do. Allez, on va le faire à la JavaScript. Hop. Je crois qu'il faut ça. Hop. Je peux faire ça comme code. C'est un code valide. Mais là où ça devient intéressant, c'est que n'importe quel type peut se voir affecter une variable de type never, qui n'est pas possible. Mais dit autrement, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire mon to-do ici en commentaire, je peux l'écrire dans mon code. Comme ça. Et là, je vois bien quel est le problème. Je l'ai écrit dans mon code, il va s'exécuter, il a vu une erreur si jamais il y a un problème, donc au niveau de mes tests, maintenant je le vois. Et en plus de ça, j'ai un endroit bien spécifique où j'ai dit en fait quel était le problème, le to-do. Si j'avais une variable en particulier dans tout un algorithme que je ne sais pas encore récupérer, je mets un to-do sur cette variable-là, plutôt que mettre une valeur par défaut qui pourrait vouloir dire quelque chose. Là, ici, j'ai toute une branche de mon code que je n'ai pas encore traitée. Je n'ai pas envie de m'en occuper, je le marque en to-do. Et à l'exécution, je vais voir le problème. Plutôt que avoir une chaîne vide, avoir quelqu'un qui a testé mon code qui va me dire tiens, c'est bizarre, j'arrive à provoquer un truc qui est chaîne vide. L'avantage de lever une erreur, c'est on se prend un bon crash dans les dents et on voit qu'il y a le problème, quoi. Plutôt que juste une valeur par défaut qui pourra être possible, mais on n'est pas sûr. Ça, c'est une petite parenthèse. Et donc ça me permet de me forcer à rester honnête sur mon morceau de code et pas oublier certaines choses. En parlant d'honnêteté, moi, je ne suis pas super fan du constructeur que j'ai là. Et je ne suis pas super fan des constructeurs de manière générale dans les langages, parce qu'ils sont souvent malhonnêtes. Parce qu'il y a un truc que ne me dit pas ma signature ici, et là on re-rentre dans la documentation, c'est que ce code-là, il peut échouer, et élever une exception. Une possibilité de faire ça, de corriger le problème, c'est de faire des exceptions qui sont checkées. Et donc on est obligé de déclarer je retourne tel type ou une exception. Une autre manière de faire, c'est de mettre ce constructeur-là en privé
et de dire, moi, développeur, pour ce type-là, vu que je suis en train de le développer, je vais garantir que quand on l'appelle, les valeurs sont correctes et que ça ne peut pas lever une exception. Et du coup, je vais rendre ce morceau de code-là honnête en faisant ça. Et là, effectivement, il ne peut plus échouer. Mais je vais avoir besoin d'une fonction que je vais appeler newZipCode, qui va prendre un zipcode de type string et qui va retourner un zipcode. Jusque-là, rien de bien fou. OK, qui va faire return new zipcode. Sauf que quand j'écris ça, je perds un petit morceau qui est celui-là, où je vérifie normalement la valeur. Oui, si tu veux. Et ce que je vous disais, c'est que ça, c'est pas honnête. Sauf que cette fois-ci, maintenant que j'ai fait ça, que j'ai une méthode statique qui me permet de faire ça, ça me permet d'être explicite et d'avoir la main sur le type de retour. En fait, c'est le problème des constructeurs dans ce type de langage-là, c'est qu'on n'a pas la main sur le type de retour de cette fonction-là, et du coup, on ne peut pas documenter le fait que puisse y avoir une erreur. Or là, je peux. Par exemple, je pourrais dire que ça retourne un zipcode ou une chaîne de caractères, qui serait le message d'erreur. OK ? Et ça va être mon deuxième argument pour vous dire que TypeScript est plus typé que du Java ou évidemment du JavaScript ou du C#. C'est qu'on peut faire ça. Alors ça, comment est-ce que ça s'appelle? En fait, ça s'appelle des subtypes. Et arrive la question de mais c'est quoi des subtypes? Ce que vous connaissez la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les product types. Alors pour vous aider à visualiser, première question, dans un booléen, combien de valeurs est-ce que je peux stocker? 2. OK. Ceux qu'on dit 3, arrêtez d'utiliser nul. OK. 2. Vrai ou faux? Dans un entier, combien de valeurs est-ce que je peux stocker sur une machine 32 bits? Indice en bas de votre écran. 2 puissance 32. OK. Je crée une classe qui contient un champ booléen, un champ entier. Combien d'instances de cette classe-là je suis capable de créer, qui sont différentes? 2 puissance 33, dit autrement 2 puissance 32 fois 2. Si à la place de un booléen, un entier, je mets 2 entiers, par exemple pour représenter un point x, y, je peux représenter 2 puissance 32 fois 2 puissance 32 points différents. On est tous d'accord avec ça? Et donc vous voyez le product type. Quand vous faites ça, vous créez un product type, le nombre d'instances possibles pour ce type-là, c'est la multiplication de tous les types que ça contient. Un sum type, au lieu de dire j'ai un entier et un entier, ou un booléen et un entier dans votre type, vous dites ou. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de dire un zipcode ou un string. Ça peut être un entier ou un booléen. Et du coup, le nombre d'instances que je peux mettre dans ce type-là, c'est, par exemple, sur un booléen ou un entier, c'est 2 pour le booléen, plus 2 puissance 32 valeurs. Ce qui est beaucoup moins de valeurs que je puisse saisir dans ce type-là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça nous permet d'avoir donc moins de valeurs possibles dans ce champ-là, et donc moins de valeurs à tester. Donc au niveau des tests unitaires, j'ai moins d'emmerde. Et en plus de ça, va falloir que je réfléchisse au moment où je code de quelle est la valeur, et je peux distinguer différents passes d'exécution comme ça, ce qui est exactement ce que je vais faire. Je suis en train d'utiliser le sumType pour distinguer le fait qu'il y a potentiellement 2 paths d'exécution de mon code, à savoir tout va bien, j'ai créé un zipcode, tout va mal, j'ai une chaîne de caractères. Du coup, je vais avoir besoin de gagner un petit peu de temps.
Donc comment je vais faire? Hop. On va revenir en arrière. Voilà. Pourquoi? Non. Voilà. Si j'ai pas un dos carré. Hop. Proof d'exécution, le to do. Et voilà. On n'y a vu que du feu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai renommé le type string pour être plus explicite. Souvenez-vous, documentation. La string que j'utilise là, ce n'est pas juste une string, c'est un message d'erreur. Ensuite, je me suis donné des fonctions TypeScript qui m'aident pour savoir est-ce que c'est une erreur quand j'ai une valeur ou un message d'erreur. Ça me permet de savoir est-ce que c'est une erreur, ça me permet de savoir est-ce que c'est pas une erreur. Cette fonction-là me permet juste de concaténer les messages d'erreur entre eux, rien de dingo. Et là, on retrouve le new zip code dont je vous avais parlé, qui est exactement ce que j'avais écrit. C'est juste ces fonctions-là, je n'avais pas spécialement le temps de les retaper à la main. Et la conséquence de ça, c'est que ici, dans ce code-là, donc là on retrouve le to-do de tout à l'heure, maintenant, à cet endroit-là, je me retrouve à devoir donc appeler mes deux méthodes statiques, parce que je n'ai pas d'autre manière de le construire. Appeler mes deux méthodes statiques et être forcé par le compilateur de vérifier si tout va bien. Je vous fais la démonstration de ce pas. Ça ne compile plus. J'ai un message d'erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai dit dans format, je veux city, et je suis en train de passer city ou string ou city ou message d'erreur. Et du coup, mon compilateur dit no way. Et comme c'est à peu près bien foutu, dans le isOK que j'ai là, j'ai une propriété qui est intéressante. Le isOK qui prend une valeur, il me dit si jamais le type en fait de retour, qui est utile pour TypeScript. Dit autrement, il sait que si jamais j'arrive à passer le test de isOK et que je suis dans cette branche-là, ici, là, quand je suis dans cette branche-là, il sait que checkZipCode et checkCity ont passé le test isOK et que donc checkZipCode est de type zipcode et que checkCity est de type city. C'est garanti. Et du coup, il a le droit d'appeler le code. Par contre, ici, il n'en sait rien du tout. Ça peut être l'un des deux. D'où le fait que j'ai une fonction error qui me permet de récupérer toutes les erreurs et de les concaténer pour avoir un joli message d'erreur. Et là, ce qui est bien, c'est que quand on reparle vitesse de feedback, c'est le compilateur qui me dit « Attention, tu as oublié un morceau de code ». La chaîne vide que j'avais tout à l'heure qui passait sans problème dans mon compilateur, etc. Maintenant, c'est le compilateur qui me dit « Attention, il y a un morceau de code que tu as oublié ». Le to-do que j'avais avant devient quasiment inutile. Sauf si je suis dans le cas où, oui, j'ai bien compris qu'il faille que, et du coup, je vais mettre un to-do. Mais imaginons que j'ai oublié de mettre le if ici. J'ai le compilateur qui me dit « no way ». Et donc, qui m'aide à éviter des erreurs stupides. Et grâce au typage, malgré mes tests tout pourris, j'ai plus de bugs. Et j'ai été forcé à penser à tous mes chemins. Donc, c'est ce que j'appelle les types en tant que abstraction de la complexité. C'est toute la complexité de devoir gérer les différents chemins, etc. Je les mets dans les types, comme ça j'informe mon compilateur de la complexité du code que je suis en train d'écrire, et c'est le compilateur qui va m'aider, me tenir la main sur la complexité du code que je suis en train de faire.
Un détail que j'ai oublié de dire, dans Format, ici, vu que j'ai dit que c'était forcément zipcode, forcément city, que j'ai une preuve d'exécution et que je suis garanti que c'est pas nul, je m'amuse pas à retester 40 fois dans mon code s'il n'est pas nul ou si la valeur est valide. Parce qu'on ne sait jamais que ça arrive dans un morceau de code, dans un coin, qu'il y ait quelqu'un qui fasse n'importe quoi. C'est pas possible. J'ai le compilateur qui me garantit que personne n'est capable d'appeler ce code-là avec une valeur qui est invalide. Et ça fait du bien dans le code d'éviter toutes ces ifs à la con pour savoir est-ce que la valeur qu'on m'a donnée est valide. Vous mettez toute votre vérification en bordure de votre système pour arriver à construire vos types. Et à l'intérieur de votre système, là où est votre métier, là où il y a l'intelligence, vous arrêtez de vérifier les inputs parce que votre compilateur vous le garantit. Ça sera tout pour moi. Je vais pouvoir répondre à des questions. Merci.